Bonjour, bienvenue à votre émission En Aparté. En Aparté, en l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui M. Souleymane Jules Diop, qui est le secrétaire d'État chargé du suivi du programme d'urgence de développement communautaire. M. Diop, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, M. Diop, le chef de l'État, dans son adresse à la nation le 3 avril dernier, a lancé un appel à l'endroit de l'opposition donc pour la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle qui a été adoptée par voie référendaire. Est-ce que cet appel ne vient pas un peu tardif, de manière tardive? Non. Le peuple sénégalais a fait son choix et il a largement adopté le référendum. Il ne s'agit pas d'une adoption à 50%, il ne s'agit pas d'une adoption à 52%, il s'agit d'une adoption à 62%. Donc largement. Mais il faut voter des lois organiques, il faut prendre des actes réglementaires pour traduire l'intention, le vœu des Sénégalais, la décision des Sénégalais en actes. Et pour cela, naturellement, il faut des discussions. Donc, c'est des discussions normales, ouvertes, nécessaires, pour ce qui concerne, par exemple, des aspects aussi liés à l'opposition elle-même, notamment la question du statut de l'opposition et du chef de l'opposition. C'est des questions sur lesquelles le président de la République veut discuter. Il aurait pu dire que les Sénégalais ont fait leur choix et que les modalités pratiques relèvent à la fois de l'Assemblée nationale et du président de la République. Et l'opposition critique et du gouvernement, oui, l'opposition critique qui concourent justement dans dans l'adoption des lois et dans leur mise en œuvre. Oui, justement, mais là, il a encore exprimé son intention de discuter avec l'opposition critique un peu tout le temps, en fait, régulièrement, le président, son manque de dialogue. Est-ce que vous pensez que ces critiques sont fondées? Écoutez, il y a depuis 2008, pour ce qui concerne en tout cas cette constitution, depuis juin 2008, le 8 juin 2008, des larges concertations à travers le pays, dans tous les départements du pays, qui ont conduit à l'adoption de la charte des assises nationales et du projet de constitution des assises nationales. Mais en 2012, le président de la République a voulu aller plus loin en mettant en place une commission nationale de réforme des institutions. Et cette commission a fait un certain nombre de recommandations, lesquelles recommandations ont été prises en compte pour aboutir à ce qui a été finalement adopté par les Sénégalais le 20 mars dernier. Et donc, sur ce point, on ne peut pas parler de manque de concertation. Et même, suite à la décision du Conseil constitutionnel, le président de la République avait exprimé son ouverture et sa disponibilité à discuter avec l'opposition. Il l'a exprimé juste avant de se rendre au Burundi. Et ce qu'on a entendu dire du côté de l'opposition, c'était que la seule question qui pouvait être retenue, dont ils pouvaient discuter, c'était la question du départ du chef de l'État. Ok, déjà des voix sont fait entendre au sein de l'opposition, en l'occurrence celle de Idrissa Seck, qui déjà fait comprendre qu'il ne répondrait pas à cet appel. Voilà, donc c'est son droit le plus absolu. Ce n'est pas ma façon de penser la politique. Je pense que le dialogue il doit être permanent, mais pour dialoguer, comme le dit même le mot, dans son sens étymologique, il faut être à deux. On dialogue à deux. Quand il n'y a pas de l'autre côté une volonté de dialoguer, on ne peut pas entamer le dialogue. Quoique, dans ce cas-ci, le dialogue ne concerne pas uniquement la classe politique, il concerne aussi l'ensemble des Sénégalais, de tous les segments sociaux du pays, de la société civile, et l'ensemble des Sénégalais qui contribuent à la bonne marche de notre démocratie. Est-ce que vous pensez que le président Abdoulaye Wade, soit dit en passant, a immédiatement réagi le lendemain et je salue ici son sens de la responsabilité, qui a dit immédiatement qu'en tout cas il ne serait pas cohérent avec lui-même s'il ne s'intéressait pas à la question du chef de l'opposition. J'ai été avec lui pendant longtemps
pour moi-même témoigner qu'il s'agit d'une question vieille, d'une vieille revendication et d'une vieille volonté du président Abdoulaye Wade, qu'il avait d'ailleurs exprimé à nouveau lors de son accession au pouvoir, mais bien avant, depuis 1992, il en parle. Et donc, le refus de dialoguer ne concerne pas toute la classe politique. Justement, par rapport à Idriss Seck, justement, est-ce que vous pensez que le différend qui l'oppose à Macky Sall, sur le plan politique, évidemment, est insurmontable? Rien n'est insurmontable. Les peuples ont inventé des mécanismes pour surmonter leurs différends, à travers le dialogue, à travers les concertations, à travers différents mécanismes qui permettent à des moments donnés de surmonter les clivages. Je donne souvent l'exemple ailleurs de Hillary Clinton et Barack Obama qui se sont affrontés de manière parfois violente pendant la campagne des primaires en 2007, en 2008, et Hillary a fini par être le secrétaire d'État de Barack Obama. Abdou Diouf a mis Abdoulaye Wade en prison, ils se sont affrontés, il y a eu parfois des phases violentes entre eux. Ça n'a pas empêché Abdoulaye Wade d'être son ministre d'État et après d'être son président de la République et même de le proposer à la francophonie. En Afrique du Sud, c'est un processus de réconciliation qui a amené Nelson Mandela à considérer De Klerk comme son ami. Il a dit c'est mon adversaire politique mais c'est mon ami. Alors que tout le monde sait le lourd passif qu'il y a eu en termes de confrontation et toutes les souffrances que l'ANC, Nelson Mandela ont endurées du fait des pratiques du Parti national d'Afrique du Sud, du fait de l'ancien président Peter Botha, mais aussi du président Frédéric De Klerk. Pour avoir travaillé avec ces deux personnes, êtes-vous prêt à quand même jouer les médiateurs pour Écoutez, le rapprochement? Posé comme ça, je ne peux que... Écoutez, moi je souhaite... Macky Sall, c'est le président de tous les Sénégalais. Il a été élu par une forte majorité à 65%. La société sénégalaise, l'État sénégalais tout court, l'entité juridique, démographique, géographique dans laquelle nous vivons, qui s'appelle Sénégal, ces différents segments ont décidé que la seule manière de vivre ensemble, c'est de se soumettre à une autorité politique qui est l'émanation du choix des Sénégalais dans leur majorité. Et ce monsieur s'appelle le chef de l'État, Macky Sall. Eh bien, ce que je souhaite autour de Macky Sall, c'est le plus grand ensemble possible de Sénégalais, de compétences, pour travailler pour le développement de ce pays. Moi, je ne veux pas d'ennemis pour Macky Sall. Je ne veux pas d'adversaires pour Macky Sall. Mon souhait, c'est que tout le monde se mette avec lui pour le développement du Sénégal. Et il s'est engagé dans un travail ambitieux d'émergence du Sénégal, et tout le monde y a ça. Quitte à faire entorse un peu à certaines règles d'éthique, comme par exemple la transhumance. Est-ce que vous encouragez la transhumance? Parce qu'on a vu, par exemple, je cite le cas de Djiboka ou de Ousmane Goma, pour ne pas... voilà, donc dont leur venue dans la mouvance présidentielle a suscité des grincements dedans au sein même du parti au pouvoir, l'APR. On a entendu Moustapha Diakhaté, qui est le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, effectivement, qui a déclaré que Ousmane Ngom n'est pas le bienvenu, ne serait-ce que pour la mémoire de l'étudiant Mamadou Diop. Partagez-vous ce point de vue? Moi, l'APR ne m'appartient pas. Je suis attaché à un principe qui est la présomption d'innocence. Et je considère que l'adhésion à un parti est un acte libre. L'engagement est un engagement individuel, l'engagement militant notamment. Et l'APR ne m'appartient pas. Et le président de la République, il est quand même le patron de l'APR. Oui, mais c'est lui qui a lancé un appel à Djiboka. Justement. C'est public. C'est le président de la République qui a lancé un appel public à Ousmane Ngom. Encore, comme je l'ai dit, la justice
doit faire son travail. Justement, monsieur le ministre, on connaît Souleymane Jules Diop, quand même, par exemple, pour son combat, pour certaines valeurs, hein, on le sait. Écoutez, voilà. Vous savez, moi, je ne peux pas me substituer à la justice et décider à la place de la justice. Ce que je souhaite, c'est que la justice fasse son travail de manière libre et indépendante. La justice est là pour faire appliquer les lois de manière rigoureuse selon deux principes. Donc vous êtes en phase avec l'ancien Premier ministre Aminata Touré qui pense qu'effectivement que la venue de Ousmane Ngom n'empêche pas, en fait, ne le disculpe pas. Hein. Ah non, il ne s'agit pas de le disculper, mais il ne s'agit pas non plus de l'inculper. C'est ce que je veux dire. La justice est indépendante. Tous les citoyens doivent être égaux devant la justice, mais tous les citoyens doivent bénéficier du principe de la présomption d'innocence. Et c'est pourquoi moi je ne veux pas crier comme tous les autres, certains en tout cas, en disant Ousmane Ngom est coupable de ceci ou de cela. C'est à la justice de le faire, c'est à la justice de le dire. J'avais dit à l'époque que tant que la question Karim Wade était en justice, moi je ne me prononçais pas dans un sens ou dans un autre. Quand j'étais journaliste d'investigation et chroniqueur, j'avais fait le travail que j'estimais nécessaire de faire. Aujourd'hui, je suis soumis à une certaine mesure et à une certaine prudence. Et je ne veux pas que ma position, qui est une position d'autorité, puisse servir à faire penser que j'essaie d'influencer la justice dans un sens ou dans un autre. C'est valable pour Karim Wade, c'est encore aujourd'hui valable pour Ousmane Ngom. Ce que je dis, qui est politique, c'est que le président de la République a non seulement le devoir de réunir tous les Sénégalais tant qu'il le peut, de les mettre ensemble, mais il en a l'obligation. Et moi, je ne connais pas les dossiers de l'État mieux que lui. Je témoigne de ce que je connais d'Ousmane Ngom. Mais en toute sincérité, il n'est pas mon ami. Je ne le fréquente pas. Je n'ai pas vu Ousmane Ngom physiquement, je dis bien physiquement, depuis 2000. À la chute du président Wade, au lendemain d'ailleurs, de la chute du président Abdoulaye Wade, pardon. C'est la dernière fois que j'ai vu Ousmane Ngom, c'est la dernière fois que je lui ai parlé. Ceci dit, je considère, j'avais connu moi, un homme que j'ai trouvé justement dans une situation même financière délicate, alors qu'il a été pendant près d'une décennie ministre sous le régime de Diouf. J'ai connu moi un homme de valeur. Je n'ai pas connu le Ousmane Ngom d'après. Je n'étais pas là quand il était ministre de l'Intérieur. Je connais assez le fonctionnement de l'État pour l'avoir pratiqué pendant 15 ans, et bientôt même plus, pour savoir que la question de la chaîne des responsabilités au sein de l'État et de la prise de décision est très complexe. On parlait de valeur quand même, mais il en a fait voir toutes les couleurs à l'opposition à l'époque quand même. Mais Abdoulaye Wade m'en a fait voir de toutes les couleurs. Karim Wade m'en a fait voir de toutes les couleurs. Aujourd'hui, quand je m'exprime, je dis que je ne lui souhaite pas la prison. Justement, est-ce que vous plaidez en faveur de la libération de Karim Wade? Mais je ne plaide pas en faveur de sa libération. Okay. Ce que je dis, c'est que un pays, tous les pays du monde ont développé des mécanismes de réconciliation, ont développé aussi des mécanismes même de l'oubli. J'ai donné l'exemple de la France après la guerre. Il y a eu une loi d'amnistie en 1947, une loi d'amnistie en 1951, une loi d'amnistie en 1953, parce qu'ils se sont rendus compte que la logique de la reddition des comptes, elle pouvait avoir des limites. En Russie, Poutine l'a fait il y a 2 ans, une amnistie économique. Dans d'autres pays, cela a été fait parce que les peuples doivent avoir cette capacité. Mais cela dit, il y a une obligation de rendre compte, d'imputabilité, parce qu'il ne faut pas non plus laisser les crimes impunis. Justement, cet appel coïncide un peu avec les révélations du Panama, des Panama Papers, justement, qui ont épinglé beaucoup d'hommes, beaucoup de Sénégalais, dont Karim Wade lui-même. Est-ce que vous pensez que cette affaire peut avoir des rebondissements, effectivement, dans ce dossier judiciaire? Je pense que quand le jugement a été rendu, la justice s'est donnée même, dans le prononcé du verdict en tout cas, il a été évoqué la possibilité en tout cas de poursuivre
les recherches et de prendre en compte des révélations futures concernant justement ces aspects financiers. Encore une fois, moi je suis persuadé qu'on n'a pas percé tout le mystère sur les actes de prévarication qu'il y a eu ces dernières années, la décennie passée. Ceci dit, je reste persuadé qu'il y a un aspect qui est un aspect civil en termes de préjudice, il y a un aspect qui est un aspect pénal, c'est-à-dire la valeur punitive de la sanction et sa valeur d'exemplarité, de dissuasion pour tous les autres. Cela est nécessaire. Mais ce que je dis, c'est qu'à côté de cela, on ne peut pas, il faut éviter de cliver le pays. Il faut éviter de cliver. Je sais que le président de la République a toujours été dans une logique de participation, d'association de tous les Sénégalais à la marche du pays. Et dans ce sens-là, il n'a malheureusement pas toujours été écouté. La reddition des comptes en tant que telle était une exigence du peuple sénégalais qu'il a exprimée. C'était une exigence, c'est son exigence. Mais les peuples ont aussi développé des mécanismes de dépassement. Je pense que ce que le président de la République a fait, c'était de veiller dans des conditions de respect des droits de l'homme à ce que cela se fasse, à ce que la justice fasse son travail. Mais monsieur le ministre, est-ce que cela ne vous gêne pas que sur une liste de 25 dignitaires de l'ancien régime visés par la traque des biens mal acquis, est-ce qu'une seule personne paye pour ces actes, en l'occurrence Karim Wade? Comment expliquez-vous, autrement dit, un peu le coup de frein qui a été observé dans la... Je ne pense pas. Je pense qu'à plusieurs reprises, les autorités judiciaires, politiques, gouvernementales ont indiqué leur absolue détermination à ce que ce processus de reddition des comptes se poursuive. Et ce n'est pas seulement Karim Wade. Vous avez vu, il y a quelques jours, un procès s'est tenu. Et voilà, vous avez vu, l'État a même montré sa détermination à travers une saisine. L'État AST a fait un pourvoi sur une décision parce qu'il a estimé que la décision qui a été rendue ne correspondait pas, en tout cas, à l'idée qu'il se faisait des préjudices subis et des actes de prévarication qui ont été posés. Justement, par rapport à ce verdict, l'affaire Aïda Ndiongue, vous faites allusion à ça certainement. Est-ce que là, il n'y a pas une exagération? Parce que quand au début on a parlé de milliards et de budget d'eau, au finish, on s'est retrouvé avec 1 million d'amendes et avec 1 an de sursis. Mais vous savez, les milliards, ce n'est pas de la fiction, c'est du réel. Ça a été trouvé au cours d'une perquisition dans un domicile et dans une banque. Ce sont des dizaines de milliards. Maintenant, il y a un aspect qui regarde même le fisc sénégalais, les impôts, et il y a un aspect qui est un aspect en termes de préjudice pour l'État, mais il y a un aspect qui est un aspect pénal, et l'État montre sa détermination. Mais je suis persuadé qu'il n'y a pas que cela, que c'est ce seul cas. Maintenant, un pays, la marche d'un pays, c'est un ensemble, c'est très complexe. Et il ne faut pas que l'on oublie quelque chose de très important, en tout cas à mes yeux. C'est le fait que nous sommes tous Sénégalais, nous appartenons au même pays et nous avons un plus grand impératif. Au-delà de l'impératif judiciaire, il y a l'impératif de développement. Mais monsieur le ministre, à vous entendre, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame. Vous êtes un des plus proches collaborateurs du chef de l'État. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez vous en dire davantage? Est-ce que, je ne sais pas, parce que vous parlez de dialogue. Le président de la République n'a pas de proches collaborateurs. Il n'en a pas.
le président de la République exerce sa fonction en tant que président de la République, une personne unique. Maintenant, je suis son conseiller. Et en tant que son conseiller, je l'aide à 2 niveaux. Ce qu'on appelle la prise de décision, decision making. Et deuxièmement, dans la résolution des problèmes solvés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, mon obligation et mon devoir s'arrêtent à lui dire voilà ce que j'estime le mieux pour vous, Monsieur le Président de la République, et pour le Sénégal. C'est ça. Il n'y a rien en réalité. Et l'avis que j'exprime là n'est pas forcément un avis partagé. Mais je considère que mon rôle est de voir à chaque fois ce qui pour moi est le plus grand bien pour le président de la République. Mais votre particularité est que vous êtes dans le secrétaire Dieu et que par conséquent, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement que quelque chose va se passer dans les prochains jours? De quelle nature? Politique, bon, genre on parle de plus en plus de remaniement. Est-ce qu'on peut s'attendre à un gouvernement de majorité élargie? Non, je ne suis pas au courant. Moi, comme je l'ai dit, mon rôle s'arrête à pourvoir Monsieur le Président de la République en idée, en conseil stratégique, et l'aider à la décision et l'aider à trouver des solutions aux problèmes qui se posent à nous. Voilà. Et lui apprécie ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne juge pas. Voilà, Monsieur le ministre, nous allons aborder l'avant-dernière question. On va revenir brièvement sur les Panama Papers. Hein. Un proche du chef de l'État, en l'occurrence l'homme d'affaires Seydou Kane, a été cité dans cette affaire. Seydou Kane n'est pas un proche de Macky Sall. Il n'est pas un proche de Macky Sall. C'est un Malien, un Africain qui aime notre pays, qui, jusqu'à preuve du contraire, est un homme d'affaires prospère, qui fait des affaires, mais les actes qu'il pose ne peuvent pas engager le président de la République. Ce n'est pas un ami de Macky Sall. Moi, je ne connais pas les amis de Macky Sall. Moi-même, je ne suis pas son ami. Je le connais pourtant depuis une vingtaine d'années. Je me prévois d'être son petit frère, et encore là. Et encore, je ne l'ai pas fréquenté tous les jours, je ne l'ai pas fréquenté tous les moments. C'est M. Kane est malien et vit au Gabon. Je le connais, moi. Je connais M. Kane. Je l'ai vu, je l'ai connu, je l'ai rencontré, j'ai été à son bureau, parce que je sais qu'au Gabon, il aide beaucoup les Sénégalais qui y vivent. Et cette aide, nous en voulons. Et j'ai été le remercier à ce titre quand je suis allé rencontrer les Sénégalais du Gabon. Par rapport à cette fraude fiscale, selon vous, quelles sont les mesures que l'État doit prendre quand même, parce que cela persiste, parce que aujourd'hui, le journal comme Libération a fait état... On ne peut pas dire que cela persiste. Moi, je vous donne mon propre exemple, parce que je fais partie de ceux qui ont fait une déclaration de patrimoine. Il y a, mais je vous dis, il y a une volonté réelle que le président Macky Sall a traduite à travers des lois, des actes, des décrets d'application dans le fonctionnement de l'OFNAC, qui font aujourd'hui de l'OFNAC un véritable instrument de contrôle, de surveillance et de la gestion, en tout cas des autorités, des responsables de gestion publique. Mais au-delà, nous avons la CREI, nous avons d'autres instruments de contrôle de la gestion du pays, qui fait qu'aujourd'hui, écoutez, malgré l'arsenal juridique de la France, il y a de la fraude fiscale. Malgré l'arsenal juridique des États-Unis, il y a de la fraude fiscale. Il y a du blanchiment. Il y a de la prévarication. Il y a du détournement. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais les instruments sont tellement contraignants, ce que nous avons mis en place par le président Macky Sall, que quand il le faisait, il a des proches et même des ministres
qui ont pensé que c'était trop, que ça allait créer des problèmes. Mais ce qui a été fait en termes d'efforts, il y a des choses qui se faisaient avant, qui ne se font plus. C'est pourquoi certaines parties, couches sociales sénégalaises, pensent que l'argent ne circule pas. C'est parce que l'argent sale ne circule plus comme avant, en tout cas. Voilà, donc je vous remercie infiniment, Monsieur le ministre Souleymane Jules Diop. Chers internautes, je vous remercie d'avoir bien suivi l'émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.